Bonsoir à tous. Alors ce soir, on accueille Gauthier Roux, dont je suis vraiment contente qu'il soit là avec nous ce soir parce que c'est très difficile de l'avoir. En fait, c'est quelqu'un de très occupé. On a discuté cette date un long moment et il ne fallait pas que la date change. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir pu te rendre disponible ce soir-là. Donc, je sais que tu es très occupé. Il vous dira pourquoi tout à l'heure. Il prépare un gros événement à la faculté de Fudan demain. La semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine. Demain? Non, la semaine prochaine. Gauthier est docteur ès lettres. Il enseigne donc, il est maître de conférence à l'université de Fudan, à la faculté de Fudan, pour les élèves de deuxième cycle, c'est ça? Principalement en littérature française du 19e et 20e siècle. Alors, ce soir, on va parler de Pierre Loti. Il va nous parler de Pierre Loti. Pierre Loti, comme à tout conférencier, je pose la question, pourquoi Pierre Loti? Alors, c'est une histoire qui remonte à loin, puisque Gauthier m'a avoué que, étant petit, comme un roman, il découvre dans le grenier de sa grand-mère un livre, Asiadé de Pierre Loti, il commence à lire, et puis ça lui plaît, et puis donc il va plus loin. Ça l'emmènera très loin, puisque ce sera le sujet de sa thèse. Voilà, Pierre Loti, c'est un vieil ami. Qu'est-ce qu'il retrouve chez Pierre Loti? Il dit, c'est un grand voyageur, c'est un officier de marine. C'est aussi, et ça peut-être, vous savez peut-être un peu moins, c'est un photographe, c'est un dessinateur, c'est un aquarelliste, c'est quelqu'un qui a énormément de souvenirs de ses voyages, et pas sous son nom, Pierre Loti, mais Julien Viau, si vous ne savez pas. Donc voilà. Que puis-je dire de plus? Encore merci, et puis je te laisse la parole, et puis emmène-nous, hein, oui. à Pékin dans des années un peu sombres. Voilà, nous allons faire un voyage à Pékin en automne. Et parler de Loti, c'est aussi un alibi pour parler d'un sujet qui devient un peu délicat, la guerre des boxers, dont il sera assez largement question aujourd'hui. Alors, Pierre Loti est un écrivain largement oublié aujourd'hui, il faut bien le dire, même si depuis 20 ans, on a publié à nouveau ses œuvres littéraires, ses romans, ses journaux de voyage, mais Loti a été oublié pour un certain nombre de bonnes et de mauvaises raisons après sa mort en 1923, et on pourra en revenir dessus peut-être d'ailleurs dans la phase de discussion. Alors, Loti, cependant, de son vivant, c'est l'auteur le plus connu au monde. C'est un personnage dont on reconnaît le visage partout dans l'hémisphère nord, de la Turquie jusqu'au Canada et aux États-Unis, parce que nous sommes aussi à une époque très importante du développement des médias et que les visages d'écrivains deviennent en fin de compte un outil de vente des éditeurs, mais aussi un argument commercial, volontairement ou involontairement d'ailleurs pour certains écrivains. Loti va se retrouver de cette manière de son vivant sur des bouteilles de rhum, sur des bouteilles de parfum, et il va d'ailleurs en jouer puisque c'est un des premiers grands écrivains médiatiques, grand ami de Sarah Bernhardt d'ailleurs. Et il va construire sa réputation aussi sur une image de scandale, parfois. Alors, en réalité, Loti est très différent de l'image qu'il donne publiquement, et on va pouvoir en parler aujourd'hui plus amplement. Un véritable concours de néologisme a accompagné l'aventure littéraire de Pierre Loti, donc au civil Julien Viau, né en 1850 et mort en 1923. En 1898 se crée par exemple au quartier latin une société littéraire se réclamant du lotisme. Le Gil Blas, du 18 novembre 1898, cite alors la lettre d'un admirateur qui place ce concept hors des modes, ni société, ni chapelle, ni snobisme, mais délibérément à l'écart. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque la dissemblance de Loti avec les écrivains de son temps va faire son succès, mais le fait qu'il n'ait appartenu à aucune école à une époque où les mouvements littéraires occupent une place déterminante dans le champ littéraire va faire que dès 1923-1924, après sa mort, il va être mis de côté, notamment par son éditeur. Loti est admiré de tout le gratin littéraire de l'époque, de Mallarmé à Henry James, et quand on lit Loti aujourd'hui, on se demande parfois un peu pourquoi, et on essaiera peut-être de l'expliquer aujourd'hui, parce qu'on a du mal à apercevoir la nouveauté de ces romans, de ces récits de voyage, qui nous apparaissent un peu désuets, un peu surannés, sentant bon les fleurs séchées dans les livres.
Et il y a un petit côté comme ça, fleur bleue peut-être, ou bas bleu, qui nous frappe dans certains textes. Alors, lorsque Pierre Loti arrive en Chine en septembre 1900, un conflit majeur s'achève, et je parle de conflit et non pas de guerre, parce que la guerre des Boxers, à bien des titres, n'en est pas une. Le siège des légations vient d'être levé. Loti arrive après les événements. C'est un peu décevant pour l'historien, mais c'est très intéressant. Parce que ce que Loti va rapporter dans son récit de voyage, c'est ce qui reste après la guerre, ce qui est souvent d'ailleurs peu rapporté dans la documentation militaire. Puisque une fois les événements militaires accomplis, très souvent, les militaires quittent le terrain ou tout simplement les rapports militaires, qui sont des rapports à l'époque encore très axés sur les événements militaires et non pas sur les situations générales et l'environnement, deviennent beaucoup plus pauvres. Dans l'intervalle de l'arrivée de Loti et du traité de paix, il devient un témoin majeur des conséquences du conflit. Loti a pris l'habitude, dès son adolescence, de tenir un journal intime, et c'est cette méthode d'écriture qui va devenir la matrice de la plupart de ses œuvres. Alors, dans un premier temps, j'aimerais rapidement présenter qui est Loti, parce que Loti est l'auteur des Derniers Jours de Pékin, mais ces Derniers Jours de Pékin, j'aimerais les contextualiser et essayer un peu de comprendre quel crédit nous pouvons donner, d'une certaine manière, à ce texte, parce que c'est un texte qui est une œuvre littéraire, qui n'est pas un document historique, mais qui est un document à valeur historique. Et j'aimerais faire la différence entre les deux. Alors rapidement, pour situer Loti, Loti est né le 14 janvier 1850. C'est un enfant tardif, sa mère a 46 ans, son père a 46 ans, sa mère a 40 ans. Son frère aîné est né de 18 ans, est chirurgien de marine, et c'est le premier photographe d'ailleurs de Tahiti. Famille où l'on cultive dès les années 1850-1860 le goût de la photographie, ce qui est à l'époque encore très rare en tant que loisir privé. C'est le moment où le métier de photographe se développe. Et avoir des particuliers qui ont des appareils photographiques, qui savent les utiliser, qui développent eux-mêmes leur photographie, à l'époque, c'est très rare. Son frère aîné va mourir à 27 ans, en 1865, de retour de Pulo Condor. Alors Pulo Condor, c'est le port et le bac qui se trouvent à l'extrémité sud de l'Indochine, du Vietnam. Et ça va pousser Loti encore un peu plus loin dans sa résolution de devenir officier de marine, résolution qu'il avait prise 2 ans plus tôt quand son frère Gustave est revenu de Polynésie avec des caisses et des caisses d'objets merveilleux. Donc Loti entre à l'école navale en 1867 et dès en fin de compte la fin de l'école navale, il va participer à sa première guerre qui va être la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne. Il est à bord du De Crey, une corvette qui se trouve dans la mer du Jutland, donc au large du Danemark, pour faire blocus à la flotte prussienne. Loti n'avait pas pour but de devenir écrivain. Sa vocation littéraire est arrivée de manière, disons, anecdotique, même si cette anecdote est liée à un événement familial funeste. Son père, qui était trésorier secrétaire, comme on le disait encore, trésorier secrétaire de la ville de Rochefort, a été accusé d'avoir volé 60 000 francs or dans la caisse de la commune. Les 60 000 francs or avaient disparu. Et bien qu'ayant été innocenté 2 ans plus tard, après 2 ans de procédure, son père a été, en tant que comptable public, et donc engagé sur ses deniers privés, forcé de rembourser la somme qu'il n'avait pas. Le père en meurt au bout de 2 ans, et c'est Loti, seul fils de la famille, qui hérite des dettes familiales. Et c'est donc un jeune homme de 25 ans, avec une solde qui n'est pas bien élevée, qui doit rembourser 60 000 francs or à l'État. Et ce que Loti va faire, évidemment, alors que ses grands-mères ont vendu tout ce qui restait de biens sur l'île d'Oléron et sur la Saintonge pour se recentrer sur le noyau, la maison familiale, il a quand même aussi 4 femmes à charge à cette époque-là, en plus, 2 grands-mères, une tante et sa mère.
il va commencer à utiliser son journal, tout simplement, pour publier des reportages. Et ces premiers reportages vont lui permettre d'avoir des cachets, et tous ces cachets vont ainsi partir dans le remboursement des dettes. Il va mettre à peu près 15 ans à apurer ses dettes, ce qui est assez rapide, mais ce qui est assez rapide tout simplement parce qu'il va rencontrer, un peu malgré lui, la célébrité littéraire, et ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Son premier roman, c'est Aziliadé, publié en 1879, et qui retrace son séjour en Turquie de 1875 à 1876. L'année suivante paraîtra Le mariage de Loti, qui retrace son parcours à Papeete en 1872. Et ainsi de suite, Loti va en fin de compte inventer une sorte de fabrique à romans, et en l'espace de 5 ans, va sortir 4 romans inspirés de ses voyages à l'étranger, à une époque où la littérature coloniale est très en vogue et se vend très bien. On est avant le début de la crise de la littérature coloniale, qui arrive vers les années 1890, où là, certains éditeurs ferment à cause des contrats qu'ils ont passés avec beaucoup de militaires, d'officiers, officiers de marine, officiers des troupes coloniales, qui racontent tous en fin de compte la même histoire, soit la même histoire africaine, soit la même histoire asiatique. Loti va publier en 1886 son plus grand succès, Pêcheur d'Islande, qui est un roman qui a été adapté 3 fois au cinéma et qui est encore aujourd'hui le plus connu de ces romans. En 1887, Loti est nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à titre civil, ce qui montre qu'il a, en l'espace de 6 ans, acquis une renommée littéraire très rapide. Et en 1891, il va être élu à l'Académie française, donc à l'âge de 41 ans, pour l'anecdote, par 18 voix sur 40, mais contre 0 à Zola. Lors d'une compétition, d'ailleurs qui est intéressante, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, Loti, on en a gardé parfois un souvenir troublé, notamment à cause de la fin de sa vie et à cause de l'Arménie. Et j'aimerais parler un petit peu justement de la posture de cet écrivain après l'avoir présenté, pour comprendre un peu mieux quelle est son optique, sa posture dans les derniers jours de Pékin. Loti est-il un colonialiste? Loti est-il un impérialiste? Loti est-il raciste? Eh bien, je répondrai à ces 3 questions. Non, mais non mais. D'abord, Loti est issu d'une minorité religieuse très sensible en France, puisqu'il est huguenot, dans un pays à majorité catholique, à une époque où les tensions religieuses sont assez fortes, puisque à l'âge adulte, dans les années 1890, évidemment, il est question déjà de séparation de l'État et des églises. Et Loti est issu d'une minorité religieuse et a de ce fait une conscience très aiguë pour les minorités. Il va, notamment à l'époque même des derniers jours de Pékin, prendre fait et cause pour les Afrikaans en Afrique du Sud, parce qu'on est en pleine deuxième guerre, seconde, ce sera la dernière, guerre des bourgs. Le mot bourg est le mot utilisé, le mot Afrikaans, utilisé à l'époque pour désigner les paysans d'origine néerlandaise ou huguenote de l'Afrique du Sud. Bourg, en flamand, désigne tout simplement les paysans. Alors, ces Afrikaners ne sont pas du tout les Afrikaners de l'apartheid. On est à la fin du 19e siècle, j'apporte cette précision, c'est important, les Afrikaners, à 95%, les Afrikaners installés en Afrique du Sud à cette époque, sont de pauvres paysans qui crèvent la faim une année sur 2. Ce n'est pas du tout l'époque du développement séparé, comme l'ont appelé les affreux partisans de cet apartheid. Sa position, d'ailleurs, préfigure l'anticolonialisme. Alors c'est assez surprenant peut-être pour un militaire, mais Loti est très en avance sur son temps en ce qu'il ne croit pas, on est quand même dans les années 1880-1890, en la guerre d'agression, il ne croit pas en l'idéologie de conquête, et il considère déjà qu'une armée doit être une armée défensive et professionnelle. À l'époque aussi, évidemment, la construction du contingent, et on est encore en pleine expansion coloniale, puisque l'empire colonial français s'étend jusqu'en 1885, c'est-à-dire la mainmise totale sur l'Indochine. Justement, en 1883, Loti est sur l'Atalante, un des navires de l'escadre qui se trouve au Tonkin,
Tonkin qui est l'objet d'un conflit entre la Chine et la France, puisque les deux veulent tout simplement se l'approprier, même si la Chine à l'époque prétend qu'elle défend son État tributaire. Et Loti est témoin des événements, il ne combat pas, puisque ce sont seulement les troupes coloniales qui sont envoyées, mais il assiste notamment à la prise de Hue. Et Loti est déjà un journaliste connu à cette époque et un chroniqueur régulier, notamment dans Le Figaro. Et dans Le Figaro, il a tout simplement écrit, en tant qu'officier, ouvrez les guillemets, qu'il s'agit d'une absurde et folle expédition. Son troisième article crée un scandale dans toute l'Europe. La publication est arrêtée par Le Figaro et Loti est rappelé en France sur décision du Conseil des ministres. À peine arrivé en France, il est dispensé de sanctions par le ministre de la Marine et de l'Économie et juste après, le ministère Ferry tombe. Bien. Donc Loti, déjà à l'époque, a une attitude très distante vis-à-vis des colonies. Pourquoi ? Tout simplement pour différentes raisons. Parce qu'il considère que les peuples étrangers ne sont pas des peuples à civiliser, mais des peuples civilisés, même si nous ne comprenons rien à leur civilisation. Il considère, et il connaît très bien son ignorance, par ailleurs, dans ce domaine. Par ailleurs, il dénonce les massacres de civils dans les conflits militaires, et en particulier au Tonkin, ce sont les massacres de civils qui l'ont choqué. Et puis enfin, Loti est un officier très proche de ses marins et des soldats des troupes coloniales, et il ne comprend pas pourquoi de jeunes conscrits vont se faire tuer à l'opposé de la France, aux antipodes, pour des raisons qui leur échappent totalement, et pourquoi à certaines époques, dans chaque famille, en particulier, il est sensible parce qu'il vient de la côte française, et dans chaque famille liée à la mer, il y a à peu près un garçon qui meurt. Il faut savoir que sur toutes les côtes françaises, à l'époque, se trouve l'administration qu'on appelle l'inscription maritime, et toute personne liée par son métier à la mer doit servir dans la marine pendant 3 ans. Ou 5 ans à certaines époques de tensions particulières. Alors, de la même manière, la défense de la Turquie va, chez Loti, entraîner une véhémente accusation contre lui d'anti-arménisme au moment du génocide. Alors c'est une question peut-être que vous posez si vous avez lu un peu Loti ou si vous avez pris connaissance des controverses qui ont émergé il y a 4 ans, 5 ans maintenant sur Loti. On pourra en parler après cette présentation. Mais Loti, en 1907, par exemple, va aller en Égypte à l'invitation de Mustafa Kemal, à ne pas confondre avec Mustafa Kemal. L'un est turc, évidemment, vous le connaissez tous. Mustafa Kemal est moins connu, c'est le fondateur du Parti nationaliste égyptien qui se bat contre le protectorat britannique. De la même manière, Loti va publier à la même époque le récit d'un voyage qu'il a fait quelques années auparavant en Inde, et il publie ce récit de voyage en Inde sous le titre « L'Inde, entre parenthèses, sans les Anglais ». Donc, même s'il ne prend pas tout à fait la même posture vis-à-vis de la France en tant que puissance coloniale, tout simplement parce qu'il ne le peut pas, il risquerait son poste, il y a une posture qui est marquée chez lui et qui se distingue beaucoup de l'époque. Envers la Chine, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que Loti n'adhère pas à l'idée du péril jaune, qui a émergé en 1895 et qui a fait traîner de poudre en Europe et en Amérique. L'Occident, et à l'époque, quand je dis Occident, surtout les États-Unis et l'Australie, ont connu les premières vagues de migration chinoise, et déjà des théories de submersion apparaissent. L'expression du péril jaune vient d'Allemagne, en réalité, et d'une Allemagne qui cherche à étendre son empire colonial. Das gelbe Gefahr est une expression créée par Guillaume II, qui d'ailleurs commandite un caricaturiste pour représenter la première caricature de l'Europe menacée par les Chinois. Alors Guillaume II va jouer un très mauvais rôle dans la guerre des Boxers, d'ailleurs, dans ce conflit.
Que dit le journaliste Austin Krause en 1904 ? On craint que les Japonais fusionnent avec les Chinois, les modernisent en face d'être, ouvrez les guillemets, citoyens, fermez les guillemets, et ne deviennent ainsi la première puissance du monde. C'est ce qu'on appelle le péril jaune, dont nous démontrerons la puérilité. C'est un des grands débats des années 1895 à 1905, qui va être effacé par l'affaire Dreyfus, en réalité. C'est-à-dire que la menace jaune va être beaucoup plus lointaine et va être oubliée pour un temps, mais on va la retrouver en réalité après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale et l'alliance du Japon avec la France et l'Angleterre va créer en fin de compte un renversement de la représentation très temporaire, un renversement de la représentation des Asiatiques. Il faut savoir que cette idée du péril jaune est très répandue et qu'elle est associée par ailleurs déjà, je le dis pour l'anecdote parce que nous sommes encore en plein dedans, la peur, la naissance de l'hygiénisme, l'hygiène publique et la peur des épidémies. C'est-à-dire qu'on a peur que le choléra et la peste qui sévissent encore en Chine nous reviennent en Europe alors que nous en sommes à peu près débarrassés. Et on trouve ça chez les écrivains de droite, d'extrême droite, on trouve ça aussi chez les socialistes à l'époque. Un écrivain socialiste comme Jack London va publier en 1904 un essai dans un journal qui s'appelle The Yellow Peril. Et 6 ans plus tard, il va publier une courte nouvelle écrite sous la forme d'une notice encyclopédique dans laquelle il se projette dans l'Europe, dans le monde de la fin du XXe siècle, où il conçoit l'extermination grâce à un virus de toute la population chinoise et le remplacement de la population chinoise par des Européens. Oui. Comme quoi tout cela est assez intemporel. La révolte des Boxers, maintenant, va nous intéresser aujourd'hui. Je pense qu'on a compris quel est le contexte. Bon, je suis désolé, l'image de gauche n'est pas très, est un peu floue. Je le vois maintenant. La révolte des Boxers est liée aux tensions internes qui traversent la Chine à l'époque, une Chine en pleine mutation et où apparaissent de nouvelles classes sociales, mais où aussi la population reste largement illettrée et manipulable. Il faut savoir que la plupart des Boxers seront des paysans affamés qui seront embrigadés afin d'aller tuer des étrangers, puisque le slogan de cette société qui sort de l'ombre en mars 1898 est « Renversons les Xians, détruisons les étrangers ». Cette ligue, cette société secrète qui ne l'est plus, cette ligue a des accrochages très réguliers avec l'armée impériale pendant 2 ans. Les Boxers détruisent les lignes télégraphiques très régulièrement pour couper les communications entre Pékin et la province et concentrent son hostilité sur les missionnaires et les convertis dans un premier temps qu'ils appellent les chrétiens du riz, ou les chrétiens de riz, tout simplement parce qu'ils sont persuadés, et c'est en partie vrai, que ces pauvres Chinois paysans se sont convertis tout simplement pour bénéficier de la charité des missionnaires. La cour impériale est très divisée au sujet des Boxers, cour impériale qui est une cour de lutte intestine où une révolution de palais a eu lieu et où, disons que chacun cherche à tirer son épingle du jeu dans une ambiance que tout le monde considère comme délétère, mais que tous les grands officiels du pays cherchent à maintenir de manière à pouvoir ou avoir plus de pouvoir ou s'enrichir plus vite. L'impératrice douairière, à l'origine, est tout à fait opposée à ce mouvement. Quand je dis l'impératrice douairière, il s'agit d'une Tsuyi. Je dis les titres et les noms en français ce soir, tout simplement pour être raccord avec les légendes et les références telles qu'on les transcrivait à l'époque. En janvier 1900, Tsuyi publie un édit de l'impératrice qui reconnaît les sociétés secrètes et leur utilité. À quoi est dû ce renversement ? Un certain nombre de choses, un certain nombre de causes peuvent être évoquées, mais tout simplement, Tsuyi se rend compte qu'elle a besoin, face à une opposition interne, de s'allier
avec son ennemi pour mater une révolution mandarinale qui pourrait bien arriver. Depuis les années 1880, la cour impériale est divisée en deux camps, un camp majoritaire, qui est un camp conservateur, qui veut que rien ne change, mais la minorité libérale est très active, très influente, très bien formée aussi, souvent en France ou en Allemagne, puis à partir des années 1890 au Japon, et cette élite veut moderniser le pays, sans l'occidentaliser d'ailleurs. La situation ne fait que monter en tension et les Boxers, qui étaient jusqu'alors maintenus à l'extérieur de la ville, du fait de l'alliance avec l'impératrice, vont avoir en fin de compte entrée libre dans la capitale. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont dégénérer, parce que les Boxers sont des alliés tout à fait désobéissants et qui vont commettre un certain nombre d'exactions avec leur nouveau slogan « Soutenons les Tsing, détruisons les étrangers », puisque les slogans Tsing, les slogans Boxers ont ainsi tous été renversés, comme avec l'idéologie on peut tout faire, ont été renversés en l'espace de quelques mois, et la ligne des Boxers a tout à fait changé, puisque les Boxers sont devenus absolument monarchistes. Le 10 juin 1900, le ministre japonais, le légat, puisqu'il n'y a pas encore d'ambassade en Chine, Sugiyama Akira, est assassiné. Et un peu plus tard, 10 jours plus tard, on le voit sur l'image de droite, le baron allemand von Kettler, qui est le légat allemand, est assassiné à son tour. Cela cristallise l'ouverture du conflit. Évidemment, les puissances étrangères vont exprimer le désir de représailles, puisqu'à l'époque, la diplomatie exige que lorsqu'un diplomate est assassiné à l'étranger, on pende, selon la coutume du pays, on exécute un certain nombre de personnes qu'on considère comme otages en réparation. Loti a vu cela déjà en 1875, lorsqu'il arrive à Thessalonique. Sa première vision de l'Empire ottoman, c'est 6 Turcs pendus en représailles de la mort d'un consul allemand déjà. Très vite, la ville est dans un état d'insurrection qui amène au siège des délégations. Alors le siège des délégations fait partie des grandes légendes de 1900 et de la Belle Époque, à tel point d'ailleurs que tous les récits qu'on en fait sont à peu près faux. Alors, je vais me déplacer rapidement. La carte n'est pas très visible, mais vous allez vite comprendre. Nous avons ici le mur de la ville tartare, donc le nord du Pékin historique, avec ici, alors que je regarde rapidement, je ne vois rien ici. Bien, Tiananmen est ici, la porte est ici, ce qui la place à l'heure actuelle se trouve ici. Nous avons ici les ministères et derrière, dans l'enceinte, ici, l'ensemble des légations qui se trouvent concaténées dans un espace très restreint qui a été négocié avec l'Empire pour être au plus près du pouvoir, même si l'empereur et l'impératrice, qui sont la douairière et son filleul, il faut le dire comme ça, parce qu'il y a un problème de lien de parenté, mais je ne vais pas entrer dans ces détails, en réalité résident le plus souvent au palais d'été, notamment pour des raisons de sécurité. Mais les administrations restent autour de la place, les administrations centrales. Par ailleurs, il y a des droits d'extraterritorialité très forts qui sont liés à la présence de ces légations qui ne sont pas uniquement des ambassades. Il y a aussi plusieurs hôpitaux, des banques, il y a aussi des contingents. Par exemple, ici se trouve la caserne du contingent russe et les Américains sont juste à côté. Il y a donc des troupes de la taille d'un bataillon, à chaque fois au moins, donc 500 à 700 hommes, qui sont à proximité immédiate du palais et qui pourraient évidemment l'attaquer à tout moment. Ça fait partie des menaces ressenties par le pouvoir chinois à l'époque. Ces légations étant massées dans un endroit compact desservi par 2 rues principales, est facilement, évidemment,
soumis à un blocus par les boxers qui vont tout simplement assaillir et harceler les camps retranchés, puisque chaque légation va devenir un camp retranché. Ces légations sont installées dans des yamens, donc dans une architecture traditionnelle, avec des distributions de bâtiments sur cour, avec des murs aveugles à l'extérieur, ce qui va d'ailleurs permettre au siège de durer un certain temps, puisque cela rend les légations assez imprenables. Il faut savoir que les boxers sont très mal armés, même si les boxers récupèrent des armes des troupes impériales qui sont maintenant leurs alliés. Alors, fait très intéressant, c'est ce siège en Chine même, et notamment entre Pékin et Tianjin, où se trouve un corps expéditionnaire dirigé par le vice-amiral Seymour. Tout cet environnement est un environnement tissu de rumeurs, déjà à l'époque, et de rumeurs contradictoires, si bien que le vice-amiral Seymour ne va pas prendre la route de Pékin, tout simplement parce qu'il est informé que tout le monde est mort et qu'il n'y a plus personne. Et ça va retarder, en fin de compte, le départ du corps expéditionnaire vers la capitale d'une trentaine de jours, ce qui n'est pas peu. La nouvelle parvient aussi en Occident. Et à Londres, par exemple, à la cathédrale Saint-Paul, un office funèbre pour tous les membres de la légation est prévu, qu'on annule parce qu'on apprend que la plupart n'est pas encore morte. Et donc, ce siège de légation va marquer les esprits européens. Pourquoi? Parce que c'est un siège très dur, c'est un siège évidemment qui repose sur une technique de harcèlement basée sur la faim, basée sur la soif, basée aussi sur l'effroi, puisque dès qu'un étranger est trouvé en dehors de ces légations, il est très vite torturé et décapité, et les têtes décapitées sont brandies sur des pics par-dessus les murs des yamens, parce que les murs des yamens ne sont jamais très élevés, pour créer cet effroi des occupants, qui sont donc des assiégés. Il faut savoir que ces légations sont bondées. Pourquoi sont-elles bondées? Parce que s'ils sont réfugiés pêle-mêle, des Chinois chrétiens, le contingent des écoles, les sœurs des hôpitaux, certains prêtres, même si il y a par exemple au Peitang, à la cathédrale, Monseigneur Favier, qui lui-même supporte son propre siège contre les boxers. Et ce n'est que le 4 ou 5 août, d'ailleurs même les dates divergent, que les Alliés peuvent se remettre en marche, avec une armée de 20 000 hommes rassemblés en halte. À partir de ce moment, va se passer une coalition de 8 puissances internationales, le Japon, l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, les États-Unis, la France, le Royaume d'Italie, le Royaume-Uni et l'Empire de Russie, qui vont se coaliser contre l'impératrice Tsui et vont en fin de compte très rapidement reprendre la main. Après la libération des légations, les militaires, les colons, choqués par la présence de corps mutilés, empalés, de corps en putréfaction, de corps démembrés, dans toute la ville est ainsi, et c'est ce que Loti, d'ailleurs, qui arrive après cela, c'est ce que Loti décrit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour déblayer. Il n'y a personne pour déblayer, et à l'automne va arriver très vite, vous savez qu'il a neigé il y a 2 jours à Pékin, va arriver le gel, et les corps vont être pris dans la glace des puits, la glace des canaux, et tout cela, en fin de compte, va créer une impression dantesque, et l'adjectif dantesque n'est pas choisi au hasard, parce que Loti va, j'y reviendrai un peu plus tard, comparer la situation, en fin de compte, à l'enfer de Dante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à ce moment-là aussi une attitude des Occidentaux qui était une attitude tout de suite très revancharde. On va évidemment entrer dans le palais impérial, on va se prendre en photo, je n'ai pas mis cette photo, mais
On va se prendre en photo sur le trône impérial. Et alors là, bon, j'avais mis cette carte juste pour préciser les choses, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc Pékin est ici, Takou est ici juste avant Tianjin. Et donc le conflit est véritablement le conflit entre les Occidentaux et les Boxers est vraiment concentré dans des poches. En particulier la poche qui va de Takou à Pékin. Il y a aussi des événements à Mukden où la cathédrale est envahie et tous ses occupants sont massacrés. Mais l'essentiel des combats et des représailles vont avoir lieu dans cette carte. C'est une carte de l'époque, hein, c'est une carte du petit journal du 8 juillet 1900. Vous voyez qu'elle déjà à l'époque, on suit l'actualité, non pas au jour le jour, parce qu'on n'a pas encore des applications sur notre téléphone, mais dès le lendemain ou sur le lendemain. Le supplément illustré sort tous les dimanches des gravures de ce qui s'est passé dans la semaine en Chine, d'après photographie, la plupart du temps. Donc, je n'ai pas regardé l'heure depuis un certain temps. Ce qu'on voit dans ce conflit, c'est aussi une campagne de représailles qui va être très différente d'ailleurs en fonction des nations. La pire représaille est la représaille allemande. Le comte Alfred von Walsee prend la direction des opérations à la mi-octobre, arrivant donc par la mer avec son escadre, et il va d'octobre 1900 au printemps 1901, c'est-à-dire que quand Loti est là, et c'est ce que Loti va voir les troupes allemandes tuer tout ce qui bouge, véritablement tuer tout ce qui bouge. Des dizaines d'expéditions punitives sont montées. Alors, on condamne de manière expéditive toute personne qui a l'air d'être boxer est décapitée, puisque les Allemands ont la sagesse, évidemment, de faire décapiter par des bourreaux chinois et de ne pas, lorsqu'il y a procès, de ne pas mettre fin eux-mêmes au jour des accusés, des supposés rebelles. Et une violence exemplaire se déploie à cette époque. Ce qui est très intéressant, c'est que cette violence assez inédite, en fin de compte, dans une période d'occupation, est nouvelle et marque tout à fait un phénomène qui va, en fin de compte, annoncer déjà la Première Guerre mondiale, c'est le phénomène de brutalisation. La brutalisation est un concept qui a été créé en 1990 par un historien allemand devenu américain, Moss, dans son ouvrage de la guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes. Et on voit déjà, en fin de compte, les signes avant-coureurs de ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale. On le voit aussi d'ailleurs dans la guerre des bourgs qui se passe exactement au même moment. Des techniques de combat qui sont liées en fin de compte à une culture moderne, une nouvelle culture de la guerre, adossée au progrès technique des 4 décennies précédentes et caractérisée par son caractère létal et massif sur le plan démographique. On voit aussi se développer à partir de cette époque, le film Les 55 jours de Pékin, la grande production hollywoodienne de la fin des années 60 en témoigne, on voit apparaître une nouvelle forme de culte des héros militaires qui s'accompagne d'ailleurs d'une célébration des martyrs civils qui sont considérés déjà à l'époque comme des martyrs du terrorisme. Le mot terrorisme existe déjà, bien sûr, et il a été inventé en France. Il a été inventé à partir de la terreur, la terreur thermidorienne, même s'il n'est utilisé de manière fréquente qu'à partir des années 1850-1852, puisque c'est Hugo qui, dans sa résistance à l'installation du Second Empire, va commencer à véritablement l'employer avec un rayonnement national et international. On assiste là à une massification, une densification des combats qui, en fin de compte, est le catalyseur des résurgences nationalistes qu'on voit au même moment en Europe, puisque même si ces 8 nations sont alliées, on voit émerger en fin de compte des phénomènes de compétition, de lutte, d'influence pour la domination de cette coalition. Et à l'époque, ce sont les Allemands
qui ont le dernier mot en Chine, parce qu'ils sont les plus puissants, parce que Guillaume II a envoyé le plus gros contingent. Et nous avons des preuves historiques que le maréchal de Waldersee agit directement sur les ordres de Guillaume II qui veut faire un massacre, veut véritablement faire un massacre. Ce conflit a des conséquences contraires au retournement décidé par l'impératrice Tsui. En réalité, la Chine étant encore plus affaiblie après qu'avant, l'Occident va percevoir, à partir de ce moment, la Chine comme étant à l'agonie. On voit une modification dans le discours occidental, dans le discours littéraire, et chez Loti notamment, sur ce qu'est la Chine, avec un renversement qui va être très sensible d'ailleurs dans la littérature et dans les reportages, en plusieurs étapes. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais on voit aussi dans les années 20 puis dans les années 30 que le grand journaliste Albert Londres, par exemple, va dire de la Chine. On voit cette modification de la représentation de la Chine qui est fulgurante et qui est très intéressante aussi parce qu'en fin de compte, on passe du domaine du stéréotype et du cliché à un contact réel avec la Chine. Alors, je vais maintenant parler davantage des derniers jours de Pékin. Qu'est-ce que ce document? Quelle nature donner à ce livre qui est un journal de voyage? Comme j'ai dit plus tôt, Loti a pour matrice son journal intime, dont il va tirer des extraits de manière régulière, soit pour faire des reportages, soit pour faire des récits de voyage, soit pour faire des romans. Nous sommes en 1900 et Loti est au milieu de sa carrière littéraire. Milieu pourquoi? Non seulement parce qu'il est au milieu, il a produit 20 ans avant, il va produire encore à peu près 20 ans, mais surtout parce qu'il est en train de changer un certain nombre de choses dans son œuvre. Jusqu'à présent, il a produit beaucoup de romans qui ont fait sa célébrité, mais à partir de 1900, il va cesser de recourir à la fiction qui n'en est pas une chez lui justement, et c'est ce qui finit par l'user, puisque ces fictions sont à caractère autobiographique, et il va se tourner résolument vers le récit de voyage. Et Les Derniers Jours de Pékin fait partie de ses premiers grands récits de voyage qu'il publie, puisqu'auparavant, il n'y avait eu qu'au Maroc, publié en 1895, qui avait connu un succès comparable à celui de ses romans. Donc il y a deux façades véritablement dans l'œuvre de Loti, et cette façade d'écrivain de voyage va véritablement être celle d'un observateur qui décrit ce qu'il voit. Et justement ici, nous avons un témoignage historique de première main sur ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chapitres qui constituent ce journal de voyage sont publiés avec un léger décalage, en général de 2 à 3 semaines, dans le Figaro. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 semaines, on va dire une quinzaine de jours, pour que le journal de voyage devienne un article dans le Figaro, un reportage, et les 2 tiers du livre sont ainsi publiés dans le Figaro en 1900, 1901, jusqu'à ce que Loti, en fin de compte, retravaille son manuscrit et l'envoie à son éditeur historique Kalman Levy en février 1902, alors que Loti n'est pas encore rentré en Europe. Le livre est dans les librairies. Je souligne cela parce que c'est aussi important de voir qu'on a une accélération non seulement du temps historique, mais aussi du temps médiatique, et que l'information circule de plus en plus rapidement. Et que, justement, on a tendance aujourd'hui à penser un petit peu, quand on pense justement on se projette dans ce tournant du 19e et du 20e siècle, il y a une forme de lenteur. Cette lenteur n'existe déjà plus en réalité. Il faut savoir que le réseau ferré en France, par exemple, permet aux journaux et à l'imprimé de circuler très rapidement. Loti, à partir du moment où il est célèbre dans les années 1885-1887, il faut moins d'1 an pour que son livre soit publié dans 4, 5, 6 langues différentes. Donc on a une vitesse, en fin de compte, d'extension qui n'a pas augmenté aujourd'hui, en particulier quand je parle des traductions d'œuvres en langue étrangère. Ça serait même parfois un peu plus lent aujourd'hui, parce que désormais on a beaucoup de problèmes de droit aussi, et qu'à l'époque, les contrats des éditeurs étaient beaucoup plus simples, formés en général de quelques lignes, et c'était à peu près tout. Donc, quel est le parcours de Loti en Chine? Eh bien, Loti, comme je l'ai dit, je n'arrive pas à passer. Si, voilà. Loti est un marin. C'est une photo prise par Loti sur le Redoutable, qui est le navire amiral de l'escadre. Et je vous montre cette photographie, qui est en réalité prise au milieu du séjour de Loti,
pour bien souligner que Loti est un marin, il n'a jamais combattu à terre, alors, il n'a jamais été engagé dans une bataille à terre. Il a combattu à terre dans des escarmouches quand il fallait sauver sa peau, tout simplement. Et Loti a donc toujours un regard distant à une époque où les guerres sont encore essentiellement des guerres terrestres. Même si la guerre de sécession a eu la première grande bataille marine bataille navale moderne, on se bat, c'est une époque en fin de compte où les marins se battent très peu, et les marins sont essentiellement des convoyeurs. C'est un peu triste, peut-être, pour la légende de la Royale, mais c'est vrai. Il va falloir attendre la Première Guerre mondiale pour que les grands combats navals recommencent. Donc, Loti est un marin, et il arrive toujours avec cette distance de celui qui n'appartient pas à l'armée de terre, à une époque où l'armée de terre et la marine sont totalement indépendantes, par ailleurs, avec leur propre chaîne de commandement et leur propre chaîne administrative. Ce sont des ministères différents. Il y a le ministère de la guerre et le ministère de la marine et des colonies d'autre part. Ce qui fait que Loti ne se... Alors, ce sont une véritable familiarité pour les hommes de troupe, qu'ils soient marins ou fantassins, mais en revanche, Loti est complètement étranger à la hiérarchie militaire de l'armée de terre. Et il n'a d'ailleurs aucun ami de ce côté-là. Bon. Loti avait peu d'amis, peut-être aussi, dans l'armée à une certaine époque, à cause de la réputation qui lui collait à la peau. Il faut savoir que Loti, 1m63, marche avec des talons, se poudre, et que cela fait mauvais genre. Dans la marine, ça passe tout à fait, mais en dehors, ça fait mauvais genre. Loti arrive par la mer Jaune, justement, et son récit de voyage est composé, en fin de compte, en suivant son itinéraire. Ce qui est très intéressant parce que ce n'est pas le cas de tous ses récits de voyage. Son récit de voyage en Inde est recomposé selon des unités thématiques, mais ici on a véritablement l'itinéraire de Loti qu'on peut suivre date à date, puisque comme il s'agit à l'origine d'un journal de voyage, on a des entrées par date exactement. La première partie, qui est très brève et ne compte que 2 entrées, 24 et 25 septembre 1900, rapporte l'arrivée de l'escadre, non pas à Taku, mais à Linghai, qui est ici, Shanghaiguan, la fin en réalité de la Grande Muraille, qui est le premier mouillage de la flotte française. Ensuite, Loti va arriver à Taku, et la deuxième partie du récit, à peine plus longue, représente c'est donc arrivé par la mer. Loti n'a rien à faire en tant que marin. C'est-à-dire que une fois que, globalement, une fois qu'il est arrivé en mer de Chine, sa mission est à peu près terminée. Puisqu'il est officier de marine, qu'il est officier donc sur le bord du Redoutable, et qu'il est, il est de camp de vice-amiral Potier. Mais comme Loti est déjà un écrivain très connu, il est utilisé en tant qu'agent de liaison à peu près tout le temps, donc on va l'envoyer à sa demande, parce qu'on ne lui refuse rien. Il est membre de l'Académie française, c'est un intouchable, de toute manière, dans la marine. Il a des amis chez les ministres de gauche comme chez les ministres de droite. Donc malgré la valse de la Troisième République, il tient bon sur son poste. Et donc, Loti va aller jusqu'à Pékin, qu'il va découvrir complètement ravagé et vidé de ses habitants. La population civile chinoise a fui. C'est-à-dire que les Européens étaient coincés à l'intérieur, mais la population civile chinoise a fui. Alors, voilà Loti, la première image que nous avons de lui, qui est ici sur ce petit bateau qui lui permet de remonter le Peiho, la rivière qui va de Tianjin qui va de Taku à Tianjin. Ensuite, il prendra le train. Donc nous l'avons ici, Loti, au centre, avec le jeune boy qui a été envoyé dans le voyage, qu'ils appellent Toum, dont je n'ai jamais retrouvé l'identité. Et puis, à droite, Jules David, qui fait partie qui est le garde du corps, en fin de compte, de Loti. Alors cette photo n'a pas été prise par Loti, elle a probablement été prise par Osman Daneh, son valet, puisqu'à l'époque, les officiers ont des ordonnances, et que Loti, lui, a sa propre ordonnance qui le suit partout, puisque Osman Daneh a été son ordonnance, qui est devenu son valet privé, et que, quand il en a besoin, Osman Daneh reprend l'uniforme pour accompagner Loti dans ses voyages lointains.
On voyage encore, évidemment, avec ses domestiques à cette époque-là. Alors, le domestique de Loti s'appelle Osman, Osman Daneh, mais il n'est absolument pas d'origine arabe ou turque, puisque Osman, est un prénom répandu en Gascogne à l'époque, et que c'est un bon gascon, avec ses belles bacchantes et l'accent du sud qui chante. Bien. Je ne crois pas qu'on le verra après. Alors, la photo que je vais vous montrer ensuite, elle est prise par Loti, en revanche, si j'arrive à passer à la suivante. Ouais, voilà. Ça charge un peu lentement, parce que les photos sont très lourdes. J'ai demandé une très bonne qualité à la maison Pierre-Loti, au musée de Rochefort. C'est la seule photo sur la soixantaine de Loti qu'on a, et sur les 100 de sa collection. Ce Loti achetait aussi des photos, des plaques, quand il ne pouvait pas prendre des photos, où on a des Chinois, où on a des êtres vivants. Et c'est très intéressant, parce que ça souligne selon moi à quel point la ville est vidée de ses habitants à l'époque, et c'est ce qui d'ailleurs conforte cette impression d'arriver dans une ville fantôme que Loti a. Je vous lirai un extrait dans un instant. Loti est confronté en fin de compte à une ville vide, où les boutiques ne vont ouvrir qu'à la fin de son séjour, et encore quelques boutiques, et on a ainsi une population très clairsemée, avec évidemment à ce moment-là des pillards qui reviennent la nuit. Des pillards qui sont des pillards chinois qui vont piller tous les yamen, le palais impérial, puisque le palais impérial est pillé par les Occidentaux, mais aussi par les Chinois à l'époque, tout simplement parce que tout ce qui est monnayable permet de se nourrir. Nous sommes en pleine période de disette, il n'y a pas eu de récolte durant l'été. Dans toute la région du Péchili, donc qui est la région autour de Pékin. En plus, évidemment, comme s'il le fallait, c'est un hiver particulièrement froid, neigeux, avec beaucoup de brouillard, qui attend les Pékinois à cette époque-là. Alors, Loti va faire 2 séjours en réalité à Pékin. L'automne, qui occupe la plus grosse partie du récit, il va revenir au printemps. Pourquoi revenir au printemps? Tout simplement parce que l'escadre ne peut pas rester dans la mer de Chine et dans le nord de la mer de Chine, parce qu'il y a toujours un risque que, alors ça ne se produit plus depuis plusieurs décennies, mais d'être pris dans les glaces, tout simplement. Parce qu'on est véritablement dans l'anse qui se situe entre la Corée et la Corée et le nord de la Chine, et nous avons des vents froids qui arrivent de terre tout l'hiver, et des températures largement négatives. Donc l'escadre va aller, laissant évidemment toutes les troupes à terre, va aller mouiller à Nagasaki, climat subtropical, 15 degrés l'hiver, c'est très bien. Et donc Loti va passer ainsi 2 mois, en réalité, au Japon, au cœur de l'hiver, ce qui va lui permettre de retrouver le Japon qu'il avait connu en 1885. Il va essayer d'aller sur les traces de son voyage, il va d'ailleurs écrire un roman un pseudo-roman, qu'il conçoit comme un pseudo-roman, sur son séjour au Japon, qui répond à Madame Chrysanthème, un autre de ses romans célèbres, qui est à l'origine de l'opéra Madame Butterfly. De manière indirecte, je passe sur les détails. Alors, que nous apprend les derniers jours de Pékin? Il y a 2 choses importantes dans les derniers jours de Pékin. D'abord, et pas dans cet ordre-là, évidemment, mais on peut repérer thématiquement 2 formes de texte. D'abord, des rencontres, tout simplement, avec des témoins des événements. Une rencontre avec le ministre de France, une rencontre avec Monseigneur Favier, qui va beaucoup l'impressionner d'ailleurs, qui est l'évêque français de Pékin, puisque vous savez qu'à l'époque, les jésuites, mais surtout en la fin du siècle, les lazaristes et les spiritains ont des réseaux missionnaires très développés, et qu'à peu près tous les administrateurs apostoliques, vicaires apostoliques et évêques de cette région-là, tout comme d'ailleurs le sud de la Chine, Sichuan et Yunnan, sont français, même si le clergé n'est pas entièrement. Il va rencontrer aussi Li Hongtang, le grand ministre de l'époque, qui est l'un des hommes les plus influents. Il va rencontrer le général Voiron, qui est à la tête du corps expéditionnaire français, le colonel Marchand, qui viendra général Marchand, le héros de Fashoda, qui arrive de Fashoda pour enchaîner immédiatement avec Pékin, où il va d'ailleurs sauver
le palais impérial, puisque c'est lui, lorsque le feu se déclare dans le palais impérial, lui qui prend le commandement, de manière assez naturelle, le commandement de toutes les troupes qu'il trouve pour éteindre ce feu et mettre à l'abri tout le mobilier qui peut l'être. Loti va aussi d'ailleurs rencontrer l'affreux général, futur maréchal de Val d'Orsay, puisqu'il va être récompensé d'un bâton de maréchal par Guillaume II pour avoir tué autant de Chinois. La rencontre de Monseigneur Favier est très intéressante parce que c'est le moment pour Loti de recueillir deux témoins de la légation, mais aussi de Monseigneur Favier, le récit des légations, du siège des légations. Et c'est sans doute une des parties les plus poignantes du texte, même si le texte est jalonné de moments de grâce, qui sont des grâces face aux monuments, face aux paysages, et de moments d'horreur qui se suivent toujours sans transition, parce que c'est vraiment ce que Loti ressent. Justement, le deuxième thème de ce texte, c'est un itinéraire dans Pékin, principalement, même si Loti, lors de son deuxième séjour, va pouvoir aller, alors que la région de Pékin est pacifiée, disons, pouvoir aller jusqu'au mausolée de l'ouest des Qing, le mausolée du sud-ouest, le mausolée de la dynastie régnante, qui est un des plus petits ensembles de tombeaux impériaux. Et chez Loti, nous voyons ainsi une description très minutieuse, parce que c'est un très bon dessinateur, très bon aquarelliste. C'est pour ça d'ailleurs que l'état-major l'envoie souvent sur le terrain, parce qu'il rapporte de très bons textes. Il va rapporter des photos, mais surtout des textes sur la cité impériale. Il va entrer dans le temple des ancêtres impériaux, fermé jusqu'alors aux Occidentaux. Il va entrer dans la chambre de Tsuyi. Il va d'ailleurs rapporter une paire de chaussures de Tsuyi, qui sont des chaussures tout à fait normales, puisque les manchots ne se bandaient jamais les pieds. J'ai vu ces chaussures à Rochefort, d'ailleurs, parce qu'on les a conservées. Et il va ainsi, quand le temps le permet, et je dis le temps parce que c'est à la fois la météo qui est peu clémente et le climat, visiter le temple des Lamas, le temple de Confucius, le Kongmya, donc avec aussi l'académie impériale à côté, l'île des Jades que nous voyons ici avec le fameux grand Dagoba, le grand stupa blanc. Si vous êtes allé à Pékin, vous le voyez à gauche du palais impérial. Et Loti d'ailleurs va s'installer dans la partie nord-ouest du palais impérial. Il va avoir ses quartiers pendant plusieurs semaines dans une des ailes réservées à Tsuyi. Pourquoi les soldats français en particulier et britanniques sont-ils dans la cité impériale? Non pas par désir d'occuper les lieux et de se les approprier, mais tout simplement pour empêcher les pillages. Parce qu'une initiative française très intéressante et que les Britanniques vont suivre, c'est que il y a quand même quelques officiers assez bien formés et qui ont des lettres dans ces armées britanniques et françaises et qui ont le goût des objets anciens. Et ils vont faire des inventaires. On a ainsi un inventaire, aujourd'hui encore aux archives militaires françaises, un inventaire après pillage de ce qui est trouvé dans le complexe impérial. Je vais lire un extrait quand même du texte, parce que ça me semble important. Oui. Voilà. Ça me semble important et ça nous va donner une idée très claire de ce que l'auteur veut dire et de son style. C'est son arrivée à Pékin. Je ne veux pas donner de passage ultérieur sur ces descriptions de Pékin intramuros pour vous donner envie de lire. Quand nous rejoignons notre petite troupe, on nous promet l'entrée à Pékin dans une demi-heure. Allons, soit. Mais après les complications et les lenteurs du voyage, on croirait presque n'arriver jamais. Et c'est du reste invraisemblable qu'une si prodigieuse ville dans ce pays désert puisse être là, à toute petite distance, en avant de nous. Pékin ne s'annonce pas, m'explique mon nouveau compagnon d'étape. Pékin vous saisit, quand on l'aperçoit, c'est qu'on y est. La route à présent traverse des groupes de cèdres, des groupes de saules qui s'effeuillent et, dans l'attente concentrée de voir enfin la ville céleste, nous trottons sous la pluie très fine qui ne mouille pas tant sont desséchantes ces rafales du nord, promenant la poussière toujours et quand même, nous trottons sans plus parler.
Pékin, me dit tout à coup l'un de ceux qui cheminent avec moi, désignant une terrible masse obscure qui vient de se lever au-dessus des arbres, un donjon crénelé de proportions surhumaines. Pékin. Et en quelques secondes, tandis que je subis la puissance évocatrice de ce nom ainsi jeté, une grande muraille, couleur de deuil, d'une hauteur jamais vue, achève de se découvrir, se développe enfin, dans une solitude dénudée et grisâtre, qui semble un steppe maudit. C'est comme un formidable changement de décor, exécuté sans bruit de machiniste ni fracas d'orchestre, dans un silence plus imposant que toutes les musiques. Nous sommes au pied de ces bastions et de ces remparts. Nous sommes dominés par tout cela qu'un repli de terrain nous avait caché. En même temps, la pluie devient de la neige, dont les flocons blancs se mêlent aux envolées sombres des détritus et de la poussière. La muraille de Pékin nous écrase, chose géante, d'aspect babylonien, chose intensément noire, sous la lumière morte d'un matin de neige et d'automne. Cela monte dans le ciel comme les cathédrales, mais cela s'en va, cela se prolonge, toujours pareil, durant des lieues. Pas un passant aux abords de cette ville, personne. Pas une herbe non plus le long de ses murs, un sol raviné, poussiéreux, sinistre comme des cendres, avec des lambeaux de vêtements qui traînent, des ossements, un crâne. Et du haut de chacun des créneaux noirs, un corbeau qui s'est posté, nous salue au passage en croissant à la mort. La mort est omniprésente. Et en lisant ce texte, il faut savoir l'accepter d'abord pour pouvoir traverser ce texte qui n'est pas sans grâce, comme je disais tout à l'heure, mais qui est le texte d'un malaise. Parce que Loti éprouve un véritable malaise, même en tant que militaire, à être confronté à cela. Il n'assiste évidemment à aucun des viols, des massacres qui ont lieu, mais les cadavres sont partout. Et les cadavres, en plus, polluent parce que les boxers voulaient tuer un maximum de personnes. Donc, évidemment, que fait-on quand on a un cadavre bien saignant? On le met dans le puits, ce qui permet d'empoisonner à peu près. En quelques semaines, on empoisonne, en fin de compte, tout le réseau souterrain de la ville. Alors, je vais abréger et terminer. Je vais essayer de ne pas terminer sur cette, sur cette note-là, quand même. Loti propose dans ce récit une réflexion, en fin de compte, qui est une réflexion sur l'Occident également. Il est très intéressant de voir que le mot barbare est utilisé de manière très ambiguë, tantôt pour désigner les Chinois, ce qui paraît normal à l'époque, mais aussi pour désigner les occupants. Et cette fluidité d'utilisation du mot barbare, qu'il utilise en fin de compte en miroir pour l'un et l'autre belligérant, est très intéressante et montre justement sa position relative et sa position d'ailleurs de tierce personne dans ce conflit, même s'il est bien sous drapeau français. Alors Loti va revenir de son voyage, comme il le fait souvent, avec des caisses d'objets. Des objets qu'il a pris, qu'il s'est approprié, évidemment, sachant que nous sommes encore à une époque où, alors la convention est signée en 1901, Romain le sait peut-être, non, sur les prises de guerre. Il va y avoir, après ce conflit, entre ce conflit et la guerre russo-japonaise, un changement des conventions internationales sur les prises de guerre, et à l'époque, on peut encore à peu près se servir comme on veut sur les objets. Donc, Loti va revenir avec des caisses d'objets. Il va créer dans sa maison, que je vais vous inviter à visiter lors d'un prochain voyage en France. Alors, c'est pas forcément dans peu de temps, mais la maison doit rouvrir en 2023, puisqu'elle a été fermée depuis 2013 pour rénovation. Il aménage une nouvelle salle, une salle chinoise, afin d'inaugurer, le 11 mai 1903, il organise une grande fête costumée dont il a l'habitude. Le décor est occupé par les 800 kilos d'objets qu'il a rapportés de France. Oui. Loti a rapporté, de Syrie, il a rapporté 3 tonnes d'objets, dont un toit de mosquée, parce qu'il a construit une mosquée sur le toit de sa maison. Il réunit évidemment le tout Paris à Rochefort, petite ville de Charente-Maritime. Le neveu de l'ambassadeur de Chine est là, d'ailleurs. Des milliers de bougies éclairent cette foule bigarrée, comme certains invités de Loti disaient: je n'arrive pas à trouver de costumes chinois. Il a accepté les costumes indiens et japonais. Une fumerie d'opium, alors drogue en vogue, est ouverte dans un des salons.
dans la salle chinoise, odorante d'encens, une vaste banquette, trône, en manière de trône, justement, entourée de meubles, d'instruments de musique, d'ornements de temple. Et il a placé sur un petit piédestal les socs, les chaussures de l'impératrice pour les montrer à tout le monde. D'ailleurs, une impératrice, il y en a une dans la salle, puisque va faire son entrée sur une chaise à porteur, une impératrice. Alors, quelle impératrice, me direz-vous? Eh bien, non pas Tsui, mais une incarnation, une réincarnation peut-être, de la fameuse impératrice Wu Zetian, la seule femme ayant régné en son nom propre sur la Chine. Alors, ne croyez pas qu'elle soit revenue d'entre les morts. Il s'agit en réalité d'un camarade annamite, un camarade vietnamien, un jeune garçon, très joli, là sur quelques photos. Alors, je n'ai pas apporté ces photos là, mais je vais vous montrer Loti quand même dans un instant, dans un site impérial. Voilà. Et donc, il y a une reconstitution de procession impériale. Par cette fête somptueuse comme dans ses funèbres au dernier jour de Pékin, Loti se montre profondément conscient que les civilisations peuvent périr et périront sans doute. Et ça, c'est une de ses grandes angoisses. Mais aussi, en fin de compte, avec le temps, quelque chose qu'il finit par accepter. En réalité, on voit à la fin de la guerre des Boxers quelque chose qui annonce déjà ce que Paul Valéry écrira en 1919, ouvrez les guillemets, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». La guerre des Boxers, avec la guerre des bourgs, dernière guerre du XIXe siècle, sont aussi à bien des titres annonciatrices des guerres du siècle suivant, dont elles préfigurent simplement à une échelle un peu moindre les atrocités nouvelles. Voilà, je vous remercie et on va s'arrêter avec cette belle photo de Loti en costume impérial. Merci. Alors maintenant, on va jouer la question. Oui. Pourquoi Pierre Loti, ce nom qu'il s'est choisi? Ah, très bien, c'est une très bonne question. Pierre s'appelle Julien, et parmi la petite litanie de ses prénoms qu'il a, même s'il est protestant, et que ce n'est pas souvent le cas chez les protestants, il n'a pas de Pierre. Mais tout simplement, dans sa famille, il est très fréquent d'appeler les gens par un prénom autre que celui qu'ils ont. Et dès l'âge de 7-8 ans, on va l'appeler Pierre, Pierrot, qui est un surnom à l'origine, qui permet aussi sans doute de le distinguer, puisque le prénom Julien est un prénom de famille. Loti est un surnom qui lui arrive à l'âge de 22 ans, lorsqu'il est en Polynésie. En Polynésie, il va rencontrer la reine Pomaré, qui est la dernière véritable souveraine du pays, du royaume indépendant qui était alors Papeete, ce n'était pas toute la Polynésie. Et il va fréquenter cette cour, il va beaucoup amuser ces dames polynésiennes d'ailleurs, parce que c'est un bon chanteur, c'est un excellent pianiste. Et il va égayer les soirées de la toute petite cour de Papeete. Et on va le surnommer parce que son nom Vio est imprononçable en polynésien, et qu'en Polynésie on affecte aussi les surnoms qui évoquent la nature, on va l'appeler Roti, ce qui en tahitien désigne une plante très proche du laurier rouge. Voilà. Donc voilà d'où vient Loti. Et Loti va tout simplement utiliser ce surnom pour se désigner comme personnage dans son premier roman. Puisque son premier roman est anonyme, il n'a pas le droit de publier en son nom en tant que militaire. Et donc il va l'utiliser, Loti, à la place de Vio, tout simplement pour désigner le héros du roman. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Et ce n'est qu'à son troisième roman que l'identité de Julien Vio est révélée, et en même temps qu'il va adopter comme pseudonyme littéraire le nom de son personnage. Voilà. Alors, je vais vous montrer une photo de plus, si vous voulez. J'ai fait une sélection très courte, parce que voilà, celle-ci est un peu abîmée, la plaque a été abîmée. Mais on a. Alors, c'est une très belle photo, parce que c'est une photo où on n'a pas les soldats hindous devant. Parce qu'à peu près sur toutes les photos de cette époque, puisque les Britanniques ont fait venir le contingent plus proche, donc ils ont amené les soldats
de l'armée des Indes. Et on a beaucoup de photos de 1900-1901 où, en fin de compte, tous les gradins sont couverts par les soldats hindous très fiers de poser, ce qui, en fin de compte, masque l'état des gradins. Il faut savoir que Pékin est dans cet état-là déjà à l'époque, avant que les Occidentaux arrivent. Pékin est une ville très vieillissante. C'est une ville, en réalité, du XVIe, XVIIe siècle, qui a été donc finie, construite sous les Ming, mais dont la dernière phase de grands travaux d'aménagement date en réalité du XVIe et du XVIIe siècle. Et c'est une ville qui s'est figée dans le temps. Et il y a beaucoup de monuments qui sont dans cet état, en fin de compte, de conservation partielle et dont les environs paraissent souvent abandonnés. On n'a pas encore évidemment de pesticides et d'herbicides à l'époque non plus, et ça nécessite beaucoup de travail. Voilà. Alors, on a une photo de Loti, une photo très officielle, voilà, où on le voit justement avec l'Afre Waldersee, qui est devenu maréchal sur place, hein, évidemment, on va envoyer sa lettre. Loti est ici, de dos, d'ailleurs vous voyez, si vous regardez bien, il a des talons, et il se hisse même sur une hanche pour se hisser encore de quelques centimètres. C'est le général Voiron qui est ici, d'ailleurs dont l'avenue qui barre le nord du palais impérial face à la colline de Charbon sera renommée à cette époque avenue du général Voiron, parce que l'impératrice effacera après le départ des troupes étrangères. On a un général américain ici, et on a le colonel Raymond ici, qui est l'attaché de l'ambassade. Voilà. Alors à cette époque, on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont sur place. Pas les vrais héros, parce que d'une certaine manière, les vrais héros sont morts. Les jeunes enseignes de vaisseau et lieutenants qui se sont engagés dans la défense des légations. Mais on a le médecin de la légation, Jean-Jacques Matignon, qui va écrire beaucoup de textes sur la Chine, non seulement sur ces événements, mais sur sa vie en Chine, puisqu'il a passé quand même une dizaine d'années en Chine. Et c'est un voyeur qui ne dit à peu près rien de vrai. Je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit sur la Chine, parce que je me suis dit, c'est tellement improbable, c'est tellement invérifiable, ou c'est tellement tout simplement décollé de la vérité, que ce sont des textes qui sont contemporains, puisque Matignon va revenir en France en 1901 et publier ses textes sur la Chine, essentiellement, il y a 5 livres, entre 1901 et 1910. Et on peut le lire pour s'amuser. Moi, j'en ai lu des extraits à des amis, parfois en soirée, pour rire. Parce que les descriptions qu'il fait sont absolument incroyables au sens littéral du mot. Voilà. Oui, peut-être. On va finir par moi. Oui, bien sûr. Une remarque et une question. Une remarque. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même subjectivité historique, on va dire. Et je voulais te dire, dans la salle ce soir, on a aussi 2 Pékinois, dont l'attaché de la marine, qui parlera avec toi de l'histoire de la marine, j'en suis sûr. Mais bon, on ferme le sujet. C'est plus anecdotique et plus pour s'amuser. Question. Moi, j'ai beaucoup apprécié Pierre Loti, je l'ai lu quand j'étais à Pékin, dans les lieux mêmes. Oui. Et le Pékin qui décide, finalement, n'existe plus. Non. Même s'il y a certains lieux qui restent. Ça a été ratissé d'une certaine façon sur le ministère soviétique dans les années 50. Qu'est-ce qui pourrait nous faire voyager, qu'est-ce qui reste de Pierre Loti à Pékin aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher de ce qu'il a vécu, de son expérience? Alors, moi j'ai lu le livre en 2018-2019, je ne sais plus quand, à Pékin même, et on retrouve, parce qu'en fin de compte, le plan de la ville n'a pas changé, même si la ville a été en effet reconstruite par des architectes soviétiques, on retrouve quand même les parcours de Loti, et ce qui est le plus frappant, c'est à l'intérieur de monuments qui ont été préservés par tous les régimes chinois et à toutes les époques, qui pendant la révolution culturelle ont été complètement fermés, en fin de compte, et condamnés, comme le temple des Lamas, comme le Kongmya et la cité interdite. Dans ces endroits-là, on peut véritablement suivre les indications de manière très précise. Ensuite, c'est vrai que tout le Pékin désertique, parce que vidé de ses habitants qu'il décrit,
n'est plus préservé que dans quelques rotondes. Et comme en plus Loti a beaucoup de mal à se repérer dans ce lacis de rues, on n'arrive pas à suivre à ces moments-là. C'est-à-dire que son récit de voyage n'est vrai pour nous que lorsqu'on a un repère géographique majeur, parce qu'ensuite c'est vrai qu'on peut perdre sa trace. Ouais. Je pensais un peu la même chose. Moi, je me rappelle, j'ai lu Pierre Loti dans certains lieux où, au mois de janvier, quand il faisait moins 10 dans les parcs, où j'étais tout seul, et d'une certaine façon, je retrouvais certaines choses. Oui. Donc, je trouvais ici extrêmement. J'essaie de faire. Je n'ai pas la souris sur mon. J'ai perdu le contrôle. Complètement. Parle-nous de ça. Oui, rapidement. Le 18, 19 et 20 novembre prochain, j'organise à l'Université Fudan un colloque international 19e, donc sur les études littéraires et historiques du 19e siècle, sur la Chine et la France. C'est un colloque où il y aura une trentaine d'intervenants, aussi bien historiens que spécialistes de littérature, d'histoire de l'art, d'histoire de la musique et quelques autres, qu'ils soient chinois ou français, et qui travaillent justement sur les échanges sino-français à cette époque. Ce colloque est en ligne. Vous pouvez assister à tout ou partie de ce colloque si vous souhaitez, tout simplement. Pardon ? C'est parti. Ah, pourquoi cela? J'ai l'impression que mon ordinateur est en train de se rebeller. J'ai perdu le contrôle déjà, la souris était ici et plus là. Et alors, le programme, tu l'as diffusé sur le groupe. Oui, je l'ai mis sur le groupe. Tout à fait. Il y a un QR code. Voilà. Ou en m'écrivant à mon adresse email professionnelle, vous aurez ça sur le programme. Sachant que c'est intéressant pour les gens qui travaillent, puisque ce colloque est un colloque en après-midi et en soirée exclusivement, puisque nous avons des intervenants européens et que je n'ai pas voulu les faire se lever à 2h, 3h du matin pour travailler avec eux. Voilà. Donc le colloque dure 3 jours et commence toujours à 16h, je crois, sauf le premier jour où on commence un tout petit peu plus tôt. Voilà. Ensuite. Avant ça, est-ce qu'on peut faire le... Non, mais c'est... La vidéo d'abord. La vidéo d'abord. Oui, alors, je vous parlais d'une surprise tout à l'heure. Oui, ah oui, parce que du coup, on va vous prendre 2 minutes, mais on va... En fait, c'est un petit projet qu'on a lancé. Voilà ce qu'on vous... Non, c'est pas encore... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est ce projet. C'est ça. Pas terrible. Est-ce que c'est dommage. Ça prend du chercher parce qu'on a cherché en passant en plein écran peut-être. Il faudra redémarrer. Mais en fait, ce qu'on a prévu, on est tombé dans le groupe, dans les membres, quelqu'un qui est basé à Nankin, pardon, dans la capitale du Sud, s'est proposé de republier, de réimprimer un ancien ouvrage. Et cet ancien ouvrage, c'est une des premières ambassades qui est arrivée en Chine. C'est une ambassade de la Compagnie des Indes néerlandaises. On est au XVIIe siècle, début du XVIIe siècle. Et donc on a un récit, comme on faisait à l'époque, qui est assez impressionnant, qui va dans beaucoup de détails, et qui était un énorme succès à l'époque. Et donc notre correspondant à Nankin, passionné de livres, s'est dit je vais les réimprimer, j'ai trouvé le PDF, je vais le remettre en page, etc. Et il a fait ça de façon vraiment très sympathique. Est-ce qu'il y a 2 écrans? Et en fait, il l'a imprimé dans un style très chinois, avec une couverture soie dragon, avec papier de riz. Il a fait attention à tous les détails, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Évidemment, ça a un certain prix, donc il va falloir qu'on lance une souscription pour savoir ceux qui sont intéressés, mais ça ferait un très très beau cadeau de Noël, je donne une idée. Et c'est très joli pour une bibliothèque. Pour ceux qui partent et qui sont tellement nombreux. Exactement. Mais voilà, à partir du moment où on arrivera à un certain nombre de commandes, on pourra potentiellement l'avoir en main réellement, et on prévoit, si on arrive à avoir le nombre nécessaire de commandes, de le vendre à 500 yuan. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et donc c'est sûr, on va en faire un petit peu la publicité sur le groupe
WeChat dès que la vidéo fonctionnera. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais voilà, il le feuilletait, il le présentait rapidement, mais on a un joli document. Ça faisait partie quand on a créé la Société d'Histoire, des projets qu'on avait de rééditer des livres un bon temps en histoire, etc. Donc voilà ce qui est prévu et qui devrait arriver dans le WeChat Je dans l'ai pas vu. très longtemps. Toi tu l'as vu? Je peux vous dire que c'est un très long projet. J'ai eu la primeur du sujet. Et donc on va vous parler de l'agenda, mais maintenant il n'y a plus rien qui va s'afficher. Ça oui. Vas-y. Donc nos prochains événements commencent avec l'histoire d'objets animés par Nicolas, mais pas que, puisque c'est aussi les personnes qui viennent présenter leurs objets qui animent aussi ces soirées, très appréciées. Je sais que ça fonctionne bien. Oui, donc Même si si, vous voulez m'en parler, voilà. je suis là. Parce que N'hésitez pas. Nicolas vous aide. Inscrivez-vous, oui. Si vous avez un objet à présenter, s'il y a un objet que vous aimez qui a un lien avec la Chine, et venez en parler. C'est votre tour à vous de venir partager votre passion à partir d'un objet que vous aimez. Venez raconter l'histoire de l'objet, votre histoire avec cet objet, et toute l'histoire en général avec un grand H derrière l'objet. Voilà. À partager avec un groupe, une dizaine de personnes, il y a à boire à manger aussi. Événement suivant, le Club Recherche. Alors ce soir, on a un représentant du Club Recherche. Alors je vais lui laisser la parole. Parce que... Alors, le Club Recherche, donc, ce sont des réunions qui se passent en ligne, donc il n'y a pas besoin de se déplacer. Vous pouvez vous connecter à 19h30 et en fait, vous pouvez participer en présentant un projet qui vous intéresse, un projet de recherche sur lequel vous avez déjà travaillé un petit peu. C'est des présentations très courtes, 5-10 minutes, où on partage ça ensemble et en fait, vous pouvez